Vous êtes chanceux, vous n'avez pas été en situation de handicap trop longtemps en raison des enjeux techniques. Imaginez si le micro ne marchait pas aujourd'hui, vous auriez dû attendre encore de plus belle. Donc, vous êtes chanceux et chanceuses. Bonjour à tous et toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup au comité organisateur de m'avoir invité à cette conférence d'ouverture. C'est vraiment un honneur pour moi d'ouvrir le colloque sur la recherche participative avec les groupes minorisés. Donc, avant de plonger dans la conférence, j'aimerais reconnaître que l'UQAM est situé en territoire autochtone qui a été colonisé. Donc, dans notre travail, nous essayons de contribuer à honorer nos liens passés, présents et futurs avec les peuples autochtones, y compris les personnes sourdes autochtones. Pour les personnes qui entendent, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est super. Donc, n'hésitez pas, s'il faut que je parle plus fort, de me faire un petit signe de la main. Donc, aujourd'hui, je vous propose en fait de vous présenter brièvement la chaire et nos approches participatives avec quelques exemples de projets que nous menons. Et je me suis consacrée ensuite à vous parler d'un projet en particulier, celui du groupe collaboratif en équité culturelle. À la chaire, comme l'a été mentionné tout à l'heure, on mène des recherches et des projets dans une approche participative afin de favoriser une pleine participation sociale et culturelle des personnes sourdes. Et d'autre part, on cherche à trouver des pistes pour favoriser une plus grande équité, notamment sur le plan culturel, dans les milieux des arts, de la culture, à l'égard des personnes de la diversité capacitaire. On a une approche qui est vraiment par, pour et avec les personnes sourdes afin de soutenir leur autodétermination. On est à la mode, nous autres aussi, donc on a des valeurs d'équité, diversité, inclusion. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être, peut-être que pas, mais non seulement on est à la mode, mais on a aussi une perspective critique. Donc, vous avez des écueils qui existent malheureusement au sein des initiatives EDI en vogue cette année-ci. Donc, l'équipe est formée de chercheurs, d'étudiants, étudiantes, de membres des communautés qui sont majoritairement issus de la diversité capacitaire. Donc, la diversité capacitaire, c'est un terme que j'ai proposé en 2020 pour désigner la diversité des personnes sourdes, handicapées, neurominorisées et psychominorisées. Donc, à l'instar des expressions comme diversité sexuelle ou diversité culturelle, l'expression diversité capacitaire permet de façon succincte de désigner un ensemble de personnes dans un contexte où on ne peut pas toujours décliner toutes les identités d'appartenance. Ah, moi, je suis autiste. Non, moi, je suis malentendante. Non, moi, je suis devenue sourde. Donc, c'est pas toujours possible de nommer tout le monde. Nos travaux portent notamment sur une meilleure compréhension de ce qu'est la citoyenneté culturelle, sur la perspective des personnes sourdes, les façons de développer des pratiques exemplaires d'équité culturelle, notamment à l'égard des personnes de la diversité capacitaire, et l'éthique de la recherche avec des personnes sourdes. On fait des recherches avec des approches participatives, collaboratives, des recherches-actions, de la recherche-création. Bref, on mobilise des modes qu'on pourrait dire non traditionnels de production des connaissances. Par exemple, on va faire des entrevues de recherche en utilisant la vidéo comme forme d'écriture parce que la langue des signes, finalement, la langue des signes québécoise ne s'écrit pas sur papier. Mais comme disait Derrida, écrire, c'est la condition de l'épistémé. Donc, de pouvoir garder trace du langage sur un médium, c'est ce qui nous permet de construire des savoirs. Donc, à partir d'extraits vidéo, on va produire des capsules de recherche qui vont nourrir les réflexions sur différents thèmes. Par exemple, pour la recherche, on vous fait signe sur la citoyenneté culturelle. On a produit une capsule qui s'appelle « Se sentir appartenir ». Et pour la recherche aux musiques au bout des doigts, on a produit 3 capsules sur les expériences qu'ont les personnes sourdes de la musique comme lieu d'exercice de la citoyenneté culturelle. Vous pouvez visionner ces vidéos à partir de notre site Internet, donc dans l'onglet « Projet en cours ». Ces recherches nous ont permis de mieux comprendre, mais qu'est-ce que c'est donc la citoyenneté culturelle dans une perspective sourde? Quand on parle de la citoyenneté culturelle, dans le fond, dans la foulée de la reconnaissance par l'ONU des droits culturels, on pourrait la désigner comme l'ensemble des pratiques qui déterminent la possibilité des personnes à se sentir appartenir à une société, particulièrement lorsqu'elles sont issues d'un groupe social minorisé.
Donc, c'est pas évident à résumer vite fait, mais si je me prête à l'exercice, disons que la citoyenneté culturelle est formée d'une part de l'accessibilité et des expressions culturelles, donc les ronds rouges et bleus. Donc, pour se sentir pleinement partie prenante d'une société, les gens doivent avoir accès à la culture et à ses divers lieux, ce que certains vont appeler aussi la démocratisation culturelle. Mais les personnes minorisées ne veulent pas seulement avoir accès à la culture dominante, d'où l'importance des expressions culturelles propres, donc ce que certains vont appeler la démocratie culturelle. Par exemple, les personnes sourdes ne veulent pas avoir uniquement accès à la culture entendante, elles veulent pouvoir participer au niveau de la société en faisant valoir la culture sourde, par exemple. Donc, c'est en pouvant accéder à la culture et en pouvant y contribuer qu'on développerait un sentiment d'appartenance à la société, le petit rond vert en haut. Et donc, afin de soutenir le développement de ces appartenances, il y a des initiatives qui sont menées à travers notamment des mesures d'équité culturelle. Je pense aux interprètes qui doivent dire « Mon Dieu Seigneur, je suis obligée d'interpréter une conférence de Véro Leduc. Je sais que je parle vite. » Donc, je vais vous montrer un extrait de la vidéo « Se sentir appartenir » dans laquelle les artistes sourds nous partagent justement leur conception de l'appartenance et de la citoyenneté culturelle. Je vais voir si je suis bonne. Yes. La plupart du temps, je me sens reliée à différentes cultures et à leur communauté parce que c'est facile de me sentir connectée. Ces communautés font preuve de respect envers les Autochtones et comprennent ce que cela signifie. Lorsque les gens connaissent les communautés autochtones, c'est plus facile et plus accueillant. Les gens sont plus ouverts d'esprit et apprennent davantage. On est accueillant. En ce qui concerne le gouvernement et le Canada, je ne suis pas intéressée. Je préfère entrer en contact avec diverses communautés où nous pouvons partager nos cultures. J'aime m'impliquer car cela s'appelle le partage culturel. C'est ce que j'aime, ce que je préfère. Autre artiste, il est allé voir de remarquer que souvent, les artistes sont très sensibles, de tant qu'on me comprend et qu'on a les mêmes valeurs. On est sur la même longueur d'onde. Mais dans la société, comme citoyenne, je ne pourrais pas vraiment dire. Le titre « Citoyenneté culturelle » apparaît puis disparaît. Ici, au Canada, il y a une grande variété de cultures. La citoyenneté culturelle, c'est très large. La citoyenneté culturelle au Québec. Pour moi, ça veut dire d'avoir un plein exercice de mes droits, dont les droits de vote, d'avoir accès aux interprètes, par exemple, lors des conférences de presse du gouvernement fédéral, comme actuellement on le voit les interprètes. À ce moment-là, je me considère comme un citoyen à part entière. Oui, être citoyen signifie que les normes sont les mêmes que les miennes, que c'est accessible. Mais là, présentement, est-ce que je me sens comme un citoyen à part entière? Non, non, parce qu'on est tellement en décalage par rapport au reste de la société. Ça signifie que tout le monde travaille ensemble, d'égal à égal. On peut arrêter la vidéo. Que tout le monde s'écoute, change d'attitude et de façon de penser. Donc, on peut... Je suis sûre que vous avez envie de continuer le visionnement, mais comme j'ai un temps limité pour ma conférence, je vous donne juste un petit aperçu. Donc, dans la vidéo, ce qui a été vraiment intéressant dans ce processus-là, c'est qu'on a interviewé des personnes sourdes et ensuite, pour la production de la vidéo, on a demandé à des personnes sourdes oralistes de faire la voix, donc avec les accents sourds pour le doublage. Donc, on le savait un peu, mais en analysant le corpus des 22 entrevues qu'on a réalisées dans 4 villes, dont la ville de Québec, la recherche elle nous a permis de comprendre que la majorité des personnes sourdes ne se sentent pas appartenir à la société actuelle, faute notamment de pratiques d'équité culturelle à leur égard. Donc, le dernier que vous avez vu, Isaac, il dit « J'accepte de vivre dans la société, c'est-à-dire que j'accepte de m'adapter au quotidien. Mais si tu me demandes si j'ai un sentiment d'appartenance envers cette société, ça, non. » Il dit « Jamais. Je pense que jusqu'à ma mort, je n'aurai pas de sentiment d'appartenance. » Puis comme il dit dans la vidéo, est-ce que je me sens un citoyen à part entière? Non. Non, parce qu'on est tellement en décalage par rapport au reste de la société.
Donc, dans le cadre de la recherche On vous fait signe, les personnes sourdes nous ont dit c'est pas suffisant de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire connaître la culture sourde, par exemple. Il faut que les personnes entendantes s'y intéressent. En d'autres mots, ça sert à rien si on est là tout seul dans notre coin à s'exprimer avec la culture sourde si les autres ne s'intéressent pas. Donc, le signe de l'accessibilité à LSQ, c'est ça. Donc, ça part de nous vers l'accès média. Il faut aussi une accessibilité comme ça, que les autres s'intéressent à notre culture, nos expressions culturelles. Donc, la pleine citoyenneté culturelle passe aussi par un accès accru des personnes entendantes à la culture sourde. Elle passe aussi par un engagement des acteurs, des actrices des milieux culturels dans le développement d'une meilleure représentativité culturelle sourde et la diffusion de l'art sourd. Mais comment on pourrait parvenir à cet engagement de la part des acteurs des milieux culturels? C'est ce qui m'amène à vous parler d'une autre initiative de la chaire, celle du groupe collaboratif en équité culturelle. On a mis sur pied en juin 2021. Donc, c'est un groupe qui vise à co-créer des ressources en collaboration avec des chercheurs, des étudiants, étudiantes, artistes, travailleurs, travailleuses culturelles. C'est un groupe qui a rassemblé une quinzaine de membres de la diversité capacitaire, des complices aussi, des artistes qui provenaient des milieux de la culture, que ce soit théâtre, musée, centre d'artistes, organismes de médiation culturelle, etc. Le groupe a été vraiment un véritable laboratoire d'innovation sociale et culturelle, pour reprendre une expression d'Execo, entre autres. Donc, ensemble, on a mené une recherche-action créative, c'est-à-dire qu'on a co-créé des connaissances pour développer des pratiques d'équité culturelle, tout en menant une action de transformation sociale et culturelle. Donc, au fil de notre travail collaboratif, ce qu'on est venu à développer, la ressource qu'on a co-créée, c'est une série d'ateliers thématiques sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. On a débuté au printemps 2021, en contexte de pandémie, par se rencontrer. On a fait un remue-ménage sur des pistes d'action possibles. Ensuite, on a priorisé à notre piste de solution. Les êtres humains, on est toujours plein d'idées, mais il faut à un moment donné en choisir une pour la mettre en œuvre. Et on a donc approfondi cette idée de ressources à l'automne 2021 pour la développer en 2022. Le point de départ de notre travail, ça a été une recherche commanditée par le Conseil des arts du Canada que j'ai eu le plaisir de diriger, donc sur les pratiques artistiques des personnes sourdes et handicapées au Canada. Donc, en 2018, on a rencontré 85 artistes et travailleurs, travailleuses culturelles, coast to coast, comme on dit, donc de Vancouver à Halifax, en passant par Montréal et Québec. Donc, les gens nous ont parlé beaucoup des obstacles rencontrés, que ça soit en termes d'oppression systémique, donc d'audisme, par exemple, ou de capacitisme systémique, ou aussi d'accès à la culture, en disant, bien, souvent, on pense au public. Donc, il y a des sièges réservés dans la salle, mais la scène n'est pas accessible. Si la scène n'est pas accessible, on se demande pourquoi il n'y a plus personne en fauteuil roulant sur la scène, bien, c'est pas compliqué. Donc, il faut que les lieux de travail des artistes, les scènes, soient davantage accessibles. Les gens merveilleux qu'on a rencontrés n'ont pas juste parlé des problèmes, mais ils nous ont donné aussi 1001 idées pour changer le monde. Et donc, à partir de leurs expériences, on a élaboré 80 pistes de solutions qu'on pourrait mettre en œuvre là, dans les milieux culturels. Donc, au sein du groupe collaboratif, on est parti de ces 80 pistes-là en disant, bon, laquelle qu'on décide de travailler ensemble. Donc, on a travaillé sur Zoom au début, mais en cherchant là, à conserver la chaleur, le côté sympathique des rencontres en personne. Par exemple, en faisant des petits sous-groupes Zoom. Moi, j'aime toujours faire ce que j'appelle des moments créatifs. Donc, des moments où est-ce que, par exemple, tout le monde dessine son œuvre d'art et nous montre ça sur la caméra, des petites steppettes. Enfin, on avait toujours un petit moment créatif pour injecter un peu de plaisir dans cette démarche. Et on s'est demandé, donc, parmi ces 80 pistes d'action, laquelle on veut prioriser. Et ce qui est ressorti en premier plan, c'est vraiment le besoin d'augmenter la présence des personnes sourdes et handicapées dans les milieux culturels. Donc, que ça soit par le recrutement dans les équipes de travail ou encore par la diffusion de leurs œuvres et de leurs pratiques.
Une personne sur 5 est en situation de handicap au Canada, mais cette proportion-là n'est pas du tout présente là, à la télévision, sur nos scènes, dans nos équipes de travail. Le constat que le groupe a fait, c'est de dire, dans le fond, qu'au-delà de toute recherche, de tout impératif de changement social, le socle de la transformation, c'est la rencontre. Mais comme aujourd'hui, les gens se rencontrent, c'est vraiment en se rencontrant entre personnes de la diversité capacitaire, entre chercheurs, artistes, des milieux culturels, qu'on va créer une synergie qui soutient le développement de nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de collaborer, d'envisager, dans notre cas, l'équité culturelle. Donc, le travail du groupe nous a conduit à organiser 3 événements publics, donc des journées de réflexion et d'exploration collective. Le premier événement a eu lieu à la BNQ, la Bibliothèque Archives nationales du Québec à Montréal, en octobre 2022, et ça a été l'occasion de présenter les pratiques et les processus de création d'artistes sourds et de la diversité capacitaire. On a fait ensuite un événement sur la déconstruction du capacitisme et de l'audisme dans les milieux des arts au Conseil de Montréal, au Conseil des arts de Montréal, en décembre 2022. Et finalement, merci Geneviève de me dire, j'aurais dû mettre à vos agendas et non pas save the date. Donc, 2 journées de réflexion collective sur l'équité culturelle et diversité capacitaire qui auront lieu en octobre 2023 et auxquelles vous êtes chaleureusement conviés. Donc, pour nous, c'est vraiment important de travailler avec les communautés, c'est-à-dire avec les personnes sourdes, avec les artistes, avec les gens des milieux. Et une des façons qu'on a de travailler ensemble, c'est d'inviter les gens à venir réfléchir avec nous, mais aussi à venir explorer avec nous. Donc, à travers des ateliers de recherche-création avec des artistes de la diversité capacitaire. Parce que si j'essaie de vous expliquer avec des mots qu'est-ce que c'est que la musique sourde, je vais voir tout le monde se plisser les yeux, là, ça va être douloureux. C'est bien mieux de venir sur place et de vraiment d'essayer qu'est-ce que ça veut dire la création théâtrale au-delà du visuel, où est-ce qu'on cuit du barbecue sur la scène, puis là on prend un parapluie avec des grains de riz pour faire sentir la pluie. Donc vraiment en se plongeant là, dans le feu de la création, on développe des connaissances d'une façon qui est vraiment extraordinaire. J'ai encore un peu de temps? Oui? Non, c'est le fun, ça, c'est rare. Le temps, c'est tellement précieux. Donc, comment déployer l'équité culturelle? Parce que, comme je vous ai dit tantôt, la recherche-action avait pour but de faire ensemble une action de transformation, mais aussi de produire des connaissances. Donc, à travers les rencontres, on a partagé des connaissances, puis on a fait aussi une entrevue de groupe. Et donc, entre autres, dans l'entrevue, Jennifer Manning, qui est une artiste sourde, dit... Est-ce qu'on peut activer la vidéo? Je pense que... Marché? Non. Je peux pas c'est bon temps. Enfin, bon. Je ne sais pas si en haut, on peut cliquer sur l'image. Ça va la faire, ça va l'activer. Ouais, si on clique ici en bas, il y a un petit bouton pour la faire jouer. Pour que vous la voyez, elle s'est exprimée en langue des signes québécois. C'est-tu possible? Si c'est possible, on va essayer. C'est ce qu'on appelle le quip time, la temporalité handicapée. Donc, c'est le temps nécessaire pour, dans le fond, faire en sorte que les connaissances se déploient. Donc, souvent, les gens ne sont pas habitués en langue des signes. C'est le Python, on ne m'a pas dit qu'il y avait un Python, là, je veux dire que, bon, donc c'est correct, c'est pas grave. Moi, je dis souvent, il ne faut pas stresser avec ça, il faut respirer. Ça fait du bien à tout le monde. Et la temporalité handicapée, c'est ça. Donc, j'en profite pour vous en parler. Le quip, ça vient d'une insulte. On disait crippled, c'est comme un peu comme infirme, invalide. Et donc, ça a été réapproprié de façon positive, un peu comme l'insulte queer a été réappropriée de façon positive. Donc, plutôt que de dire
ça prend tellement de temps, ça s'en vient avec son triporteur, là, ça y prend 3 fois plus de temps. Ou bon, là, les interprètes, il va falloir tout traduire. Donc, au lieu de voir ça de façon négative, on voit ça de façon positive, en disant, dans le fond, les personnes de la diversité capacitaire nous amènent finalement à la possibilité de nous relaxer le pompon et de dire qu'il n'y a pas mort d'homme quand on n'a pas arrivé au deadline à temps. Oui, dans le fond, les deadlines, c'est quoi ça? Ça se reporte des deadlines là, d'une semaine. Donc, on développe une conception du temps où, finalement, qui est bénéfique à tout le monde. Donc, voilà, ça a été mon petit pitch en attendant de voir si, non, on ne peut pas, c'est pas grave. Donc, normalement, elle signerait en langue des signes québécois. Elle nous dirait, dans le fond, comment on améliore l'accessibilité culturelle. Dans le fond, il y a de plus en plus de professionnels des milieux des arts qui nous contactent comme personnes sourdes, comme consultants, consultantes. Et les gens sont ouverts à nous demander des conseils, à avoir de l'aide, sont ouverts à ce qu'on leur fournisse des ressources, des outils. Puis elle dit l'ouverture, voilà la clé. C'est ça qui va permettre d'améliorer les collaborations, de créer des ponts afin qu'il y ait de réelles rencontres, qu'on puisse se solidariser. William Beauchemin, qui fait partie du comité organisateur, d'ailleurs, avec Execo, nous disait, dans le fond, pour qu'il y ait des changements dans les institutions, on a besoin de 3 choses. On a besoin qu'il y ait des gens qui portent des changements dans les institutions, que ce soit des personnes directement concernées, des alliés, des complices. Il faut aussi qu'il y ait des ressources, donc que ce soit en termes d'expertise technique, financement, accompagnement. Et finalement, il faut qu'il y ait de la pression qui soit faite dans l'espace public pour que les institutions, donc les CA, les directions, se sentent concernées, sentent que c'est leur responsabilité d'agir et que s'ils ne le font pas, ils vont perdre la face. Il dit, quand on a ces 3 choses-là ensemble, ça favorise les transformations dans ces milieux-là. Donc, cette initiative avec le groupe en équité culturelle nous a permis de développer la série d'ateliers, nous a permis de développer des connaissances qui ont pour but, finalement, d'inviter les gens à découvrir, à faire découvrir, à connaître les artistes de la diversité capacitaire. On a lancé la semaine dernière une campagne qui s'appelle « La diversité capacitaire fait vibrer la culture ». Vous avez vu le petit slogan tout à l'heure. Donc, je vous invite à aller sur notre page Facebook et vous allez voir la vidéo de 50 secondes. Peut-être que vous allez nous aider à atteindre les 15 000 vues. À date, on est à 14 000, quelque chose. Donc, c'est une vidéo qui met de l'avant les artistes de la diversité capacitaire et qui se termine par un appel à l'action, c'est-à-dire de venir visiter la page équitéculturelle.ca sur laquelle se trouve une panoplie de ressources pour favoriser l'équité culturelle, donc et qui peuvent être utilisées, à mon avis, aussi dans d'autres milieux, là, comment travailler avec un interprète, comment être plus accessible, comment être plus représentatif, etc. Donc, pour moi, les artistes ont toujours été à l'avant-garde. Je le dis souvent dans mon cours, à travers l'histoire. Tu sais, les artistes, je me rappelle pas qui disait ça, c'est comme les canaris dans les mines, ils réagissent avant tout le monde. Donc, les artistes ont ce pouvoir-là, tu sais, d'éveiller les sensibilités. Donc, pour moi, en travaillant avec les milieux culturels, mon espoir, c'est que justement, on atteigne des transformations qui sont nécessaires pour qu'ensuite le reste de la société puisse, elle aussi, se déployer dans nos diversités, dans nos richesses. Voilà ce qui fait le tour de ma petite présentation pour vous aujourd'hui. Je voulais nous garder quelques minutes pour une période d'échange. Merci encore pour l'invitation. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, il y a un micro sur pied là. Il peut même aller jusqu'à vous sur demande. Oui. Bonjour, mon nom est Sylvie Gagné. Moi, je voudrais savoir, parce que le langage des signes, ça m'a toujours impressionné. Puis, je voudrais savoir si on peut l'apprendre soit par Internet ou s'il y a des cours pour ça, parce que ça m'intéresserait beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, il y a des cours sur Internet qui sont donnés, par exemple, par SLCB,
Puis, puisque tu as fait une erreur, je vais profiter de ton erreur pour faire de la sensibilisation. Souvent, les gens vont dire langage des signes. Et puis, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Mais l'important, c'est qu'on puisse en prendre compte, le réaliser. Mais quand on dit langage des signes, en fait, ça contribue à minoriser la langue des signes. Parce que c'est un peu comme si on disait le langage français et la langue anglaise. Tu sais? Donc, mais souvent, on fait cette erreur-là parce qu'en anglais, on dit sign language, fait que là, on vient en français puis on dit langage des signes, mais c'est une des façons, je trouve, de contribuer à reconnaître la contribution des personnes sourdes, donc la langue des signes. Il y en existe plusieurs, donc au Québec, c'est surtout la langue des signes québécoise et la langue des signes américaine, donc les deux sont offerts, là, il y a des cours qui existent sur Internet, et je vous encourage si ça vous intéresse. Merci beaucoup pour votre intérêt. J'ai encore une autre question. Oui. Je ne sais pas si ça va être... parce que je le sais qu'il y a beaucoup de sourds muets partout dans le monde. Mais je le sais qu'ils ne signent pas la même chose que soit en français ou en anglais. Ça se peut-tu? Exactement. Donc, deuxième opportunité de sensibiliser, les sourds sont peu muets. Mes cordes vocales ne sont pas liées à mes oreilles. Donc, les personnes sourdes ne sont pas muettes, mais parce que la langue des signes, elle n'est pas vocale, elle ne fait pas de son. Là, des fois, on pense qu'on est muet, mais c'est parce que la langue des signes, elle n'est pas vocale. Donc, c'est important de distinguer les personnes qui sont, par exemple, aphasiques, muettes, des personnes sourdes. Et oui, il existe plusieurs langues des signes à travers le monde, mais il existe aussi ce qu'on appelle les signes internationaux. Donc, par exemple, il y a la conférence des chercheurs sourds internationaux qui se rencontrent à chaque 2 ans dans une ville différente. Donc, on est des personnes qui viennent de plusieurs pays et on va communiquer en signes internationaux. Donc, la dernière, on l'a organisée à l'UQAM et en septembre, là, je vais faire une conférence à Vienne, en Autriche. Donc, oui, plusieurs langues des signes. Et notre langue des signes, elle est plus proche de la langue des signes américaine que la langue des signes française, par exemple. Donc, la proximité géographique a plus d'influence que les dimensions colonisatrices comme dans les langues orales. Mais bon, il ne faut pas me poser trop de questions pour pas que je donne une autre conférence non plus. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, commentaires? Oui, William. Merci beaucoup, Véro. C'est super intéressant. Peut-être une question sur comment les approches participatives transforment le travail de recherche. Donc, à la fois parce que vous mobilisez vraiment beaucoup de monde, des artistes, des institutions, des conseils des arts. Donc, comment ce travail de mobilisation-là, est-ce que ça vient être une charge supplémentaire sur la recherche ou ça l'ouvre qu'est-ce que ça l'ouvre, qu'est-ce que ça change dans le day-to-day? Donc voilà, je serais intéressée à t'entendre. Oui, merci beaucoup, William, pour ta question. Donc, moi, je dis toujours d'abord, c'est quoi le but de la recherche? C'est de produire des connaissances. Mais pas des connaissances qui vont s'accumuler sur la tablette puis que il n'y aura pas de dépoussiérage parce qu'on est en pénurie de personnel. Il faut des connaissances qui vont servir dans notre société. Donc, dans le fond, en travaillant avec les gens, la façon que pour moi, ça a eu de transformer la recherche, c'est de se détacher un petit peu des impératifs de la recherche traditionnelle. Moi, on me dit toujours, Véro, tu ne publies pas assez d'articles. J'aime pas ça, écrire des articles. Moi, ce que j'aime, c'est de travailler avec les gens et ensemble, mais on est dans un milieu, parce que dans le fond, chaque milieu, il y a des normes qui existent. Et dans le milieu de la recherche, bien, les normes, c'est dans le fond, d'avoir le plus de publications possible, par exemple, comme chercheur ou comme... Mais il faut se rappeler, dans le fond, c'est quoi l'objectif derrière la publication? L'objectif derrière la publication, c'est de contribuer au milieu de la recherche pour partager des connaissances. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est important de partager nos connaissances. Mais moi, je ne veux pas partager mes connaissances juste avec les personnes des milieux universitaires, puis que quand on n'a pas accès, parce que ça coûte cher, là, les articles scientifiques. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à cette connaissance-là. Alors que quand on fait de la recherche-action, la recherche participative, pour moi, il y a une démocratisation des savoirs. Puis pour moi, en termes de valeurs, si vous ne l'avez pas deviné, je suis très militante. Donc, pour moi, dans mes valeurs, c'est quelque chose qui est très important, ce partage-là des savoirs. C'est non seulement de partager, mais aussi de participer à produire des connaissances. Donc, pour moi, ça m'a amené d'une part finalement à utiliser mon privilège, parce que c'est pas tout le monde non plus. Tu sais, moi, je suis professeur, je ne peux pas me mettre dehors. Fait que j'ai le privilège de pouvoir dire que j'en fais pas de publication, j'en fais moins. Tu sais. Donc, de pouvoir me détacher
dans le fond, des normes qui existent pour amener d'autres façons de faire de la recherche, action, recherche-création, tout ça, puis aussi d'amener les milieux à avoir une nouvelle conception de la recherche, tu sais, parce que souvent on dit qu'on est dans des tours d'ivoire, paraît-il, puis qu'on fait juste brasser des nuages, mais non, tu sais, c'est intéressant aussi de montrer au milieu qu'on peut contribuer à faire changer le monde avec la recherche-action, la recherche-création, entre autres. Merci, William. Bonjour, j'aimerais savoir, parce que moi, je suis patient partenaire dans plusieurs projets de recherche conventionnels, si on peut appeler. Est-ce que vous, dans votre domaine, vous utilisez des patients partenaires, comme moi, comme on pourrait dire, pour des projets de recherche? Donc, pas des organismes de patients, pas dans le cadre des recherches que moi je mène. Je sais que ça se fait, ça se fait là, notamment dans le domaine en lien avec les personnes sourdes et handicapées. Moi, je travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le modèle affirmatif du handicap, donc la fierté des appartenances, donc les gens qui s'auto-identifient comme étant des personnes sourdes, des personnes handicapées, alors qu'il y a un autre pan de la recherche qui est plus dans le domaine de la réadaptation. Bon, tu sais, tout le monde, on amène notre contribution, notre pierre à l'édifice, comme on dit, mais moi, je suis vraiment là, tu sais, dans cette perspective-là du modèle affirmatif, donc je ne travaille pas avec des organismes de patients. Ceci étant dit, il y a évidemment, il y a des artistes qui ont des douleurs chroniques, tu sais, qui ont un dossier à l'Institut Raymond Devers en communication et surdité, qui sont à Lucie Bruno, donc quand on fait partie de la diversité capacitaire, bien, on a recours à différents services de santé, services sociaux. Donc, je suis certaine que si je demandais à tout le monde, les gens me diraient effectivement, je suis, en guillemets, patient de tel centre de service, tel autre, mais pas encore là, en termes de partenariat. Merci beaucoup pour votre question. J'aurais une question, moi aussi. Dans la présentation, il y avait une citation de William ici où pour voyons, convaincre les gens plus en haut, il fallait un peu leur tordre le bras ou bien leur dire qu'ils allaient rater quelque chose ou rater le bateau s'ils n'embarquaient pas. J'espère que des fois, ça se passe mieux que ça, que des fois, ça arrive où on réussit à convaincre les gens, les décideurs de façon plus, les convaincants de la valeur intrinsèque, là aussi. Parce que, oui, je m'excuse, mais j'espère que ça arrive aussi. Oui, tout à fait. Bien, il y a plusieurs stratégies, dans le fond, là, de transformation sociale. Puis c'est sûr que certaines personnes vont dire que la concertation, là, c'est une voie qui est plus spécifique. Et souvent, dans le fond, les initiatives vont commencer comme ça. On va te demander poliment. Et puis, mais après ça, quand on n'a pas de réponse ou quand, justement, il y a un défaut de reconnaissance, un défaut de considération, et je pense que c'est ce que William apportait, c'est de dire, dans le fond, il faut que ça bouge dans l'espace public pour, justement, donc je pense que sa citation, c'est vraiment de dire, parce qu'il y en a eu, hein, ça fait 60 ans que les personnes sourdes et handicapées demandent des changements sociaux. Donc, on était même, avant-gardistes, avant la mode EDI. Donc, et là, il n'y a pas encore de changement. Puis même quand il y en a, des fois, c'est ce qu'on appelle des changements de façade. Hein, on engage une marionnette par-ci, une marionnette par-là, et il n'y a pas réellement de changement là, qui compte les problématiques qui sont ciblées au niveau de la représentation en emploi, au niveau de la représentativité culturelle. Et donc, c'est à ce moment-là que les moyens là, de mobilisation vont devenir plus militants ou plus... mais moi, je dis toujours, c'est ça, il y a une pluralité de façons de changer le monde. Et souvent, ça bouge là-dedans, c'est-à-dire c'était très révolutionnaire avant de demander à ce que les femmes travaillent sur le marché intègrent le marché du travail. Aujourd'hui, c'est pas du tout révolutionnaire, c'est quasiment la moindre des choses. Ça bouge ici à travers le temps, des aspects qui étaient considérés comme étant très radicaux vont avec le temps être considérés comme étant voire même réformistes. Donc, pour l'instant, dépendamment des initiatives, on va considérer que c'est plutôt radical, mais effectivement, comme vous dites, il y a des gens qui sont ouverts d'esprit, puis une chance, qui sont ouverts d'esprit et qui
qui mettent tu sais, l'épaule à la roue pour changer les choses en travaillant avec les gens de la diversité capacitaire, en travaillant avec les groupes marginalisés. Donc, je dis toujours que derrière chaque institution, il y a des êtres humains et il y a toujours des gens qui sont pleins de bonne volonté. Mais des fois, les institutions deviennent des gros paquebots. Puis malgré la bonne volonté des gens, ben, c'est difficile, dans le fond, de les faire changer. Merci. Merci à vous. Merci. Oui. Oui, en arrière. Oh, il y aurait une question. Oui. Non? Ah non? Pas le temps? OK. Un commentaire? Oui, alors bonjour, je vais parler pour Joël Bernard-Hamel qui dit Véro-le-Duc, merci, 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 de la sensibilisation à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins d'information qui varient d'une personne à l'autre et ce, avec ce même charisme et toujours qu'on vous connaît. Sachez que je donnerai demain une présentation à des étudiantes infirmières sur le rôle de l'interprète. Est-ce que c'est possible moi, je pense de que pour parler l'interprétation, il moins faut parler moins vite que moi. Ah, OK, Oui. parfait. Oui, excusez-moi. On comprend pas du tout, du tout. OK, Merci. je recommence du Oui, s'il début. vous plaît. OK. Alors, Véro-le-Duc, merci, merci, merci de la sensibilisation à plusieurs niveaux pour répondre aux besoins d'information qui varient d'une personne à l'autre et ce, avec ce même charisme de toujours qu'on vous connaît. Sachez que je donnerai demain une présentation à des étudiantes infirmières sur le rôle de l'interprète en langue des signes et sur la sécurisation culturelle des soins auprès des personnes sourdes. Bref, quand il y a de l'intérêt, il y a de l'espoir. Merci beaucoup. On a une question en arrière complètement de la salle. OK, on la prend. Bonjour, merci pour la présentation. Mon nom est Samira Amil. En fait, ma question, c'est sur la différence entre la recherche participative, recherche-action, recherche partenariale. Donc, j'arrive pas vraiment à voir la différence entre les trois approches, si ce sont trois. Sinon, est-ce que c'est la même chose? C'est juste des terminologies. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Donc, recherche-action, recherche partenariale et... Recherche-action participative? Participative, c'est ça. Ça doit être participative, hein? Recherche participative, recherche-action, recherche partenariale, c'est ça? Donc, on peut avoir les trois ensemble ou on peut avoir les trois séparés. La recherche participative, en fait, c'est quand les gens vont participer. Donc, et on entend que par participation, les personnes principalement concernées. Donc, par exemple, si on fait une recherche sur la santé mentale, par exemple, bien, on va inviter des personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale à participer à la recherche. Ensuite, au sein même de la recherche participative, il y a différentes approches. Donc, par exemple, je peux faire des approches avec les gens, mais il n'y a pas de gens dans mon équipe. Donc, je vais aller interviewer, par exemple, des personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Je vais avoir peut-être un petit comité avisable, tout ça, mais les gens n'ont pas nécessairement de pouvoir décisionnel ou ne sont pas partie prenante de l'équipe. Alors qu'il va y avoir des approches par, pour et avec, où il y a des personnes concernées qui vont faire partie de l'équipe aussi, donc qui ont une meilleure connaissance de ces enjeux-là parce qu'ils les ont déjà vécus. Recherche participative. Recherche-action, c'est dans le fond quand on veut que la recherche mène à une action de transformation. Parce que je peux être dans une recherche, c'est pour ça que souvent je dis il y a des liens entre, mais ça pourrait être une recherche participative où on cherche uniquement à comprendre les enjeux de santé mentale chez les jeunes, par exemple. Mais dans le cadre d'une recherche-action, on veut mener une action de transformation. Donc, on veut que les connaissances qui vont être générées par la recherche contribuent à changer quelque chose. Et souvent, ça va être dans un milieu donné, dans un organisme donné. Donc, on va dire, par exemple, moi, j'aimerais ça, on va faire une recherche avec, justement, avec un comité de jeunes, et puis on va faire une campagne de sensibilisation, par exemple. Donc, la recherche-action, il y a une action qui est menée, une action de sensibilisation, une action dans un organisme. Et la recherche partenariale, mais c'est quand je travaille en partenariat, souvent avec des organismes qui eux-mêmes, donc, par exemple, si je veux faire de la recherche sur la santé mentale, par exemple, moi, j'en connais pas nécessairement. Je vais aller me chercher un partenaire qui, lui,
par exemple, on parlait tout à l'heure des organismes qui travaillent avec des patients, donc des gens qui sont dans les milieux. Donc, moi, je vais faire une recherche, par exemple, en partenariat avec un centre de services pour les personnes ayant des enjeux de santé mentale. Donc, recherche partenariale. Et je pourrais décider de faire les trois ensemble. Donc, je fais un partenariat avec quelqu'un. On va dire, on va mener ensemble, on va mener une recherche-action et on va faire participer des gens qui ont des enjeux de santé mentale. Je vais même en engager dans l'équipe comme adjointe de recherche. Et puis, ensemble, on va réfléchir quelle action on pourrait mener ensemble. Puis, on va dire, bien, justement, on trouve que dans notre quartier, il y a pas assez de sensibilisation sur la santé mentale. On va organiser une campagne d'affiches, par exemple, et puis on va faire cette action-là. Ou dans notre organisme, c'est trop comme ci, trop comme ça. Donc, on va travailler ensemble à développer une action. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, super. Merci. Bon, merci pour la question. Merci pour la réponse. En si peu de temps, c'est quand même oui, c'est ça, tout un champ là, qui peut être complexe. Alors, et merci beaucoup pour la présentation. On passera à la pause.